Jeudi 12 mai 2022, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Célébration ce jeudi 12 mai de la journée mondiale des infirmiers, le thème retenu pour cette année, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits des infirmiers pour garantir la santé mondiale. À cette occasion, quelques infirmiers œuvrant dans les formations hospitalières de Kinshasa ont été interrogés. Ces derniers se focalisent plus sur les quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession, ainsi que les sacrifices consentis autour de la prise en charge des malades. Ursule Mkekamane et Choming Kassiama pour les détails. En ce 12 mai, le monde entier célèbre la journée internationale des infirmiers et infirmières, profession majoritaire du système de santé en RDC. Dans de nombreux hôpitaux de Kinshasa, les infirmiers occupent une place centrale dans la prise en charge de personnes malades, le soin, la surveillance et le suivi de patients. Les infirmiers œuvrant dans un centre de santé de la place ont expliqué les nombreuses difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur profession, notamment le manque de matériel adéquat, un salaire qui ne correspond pas à leurs besoins et parfois le manque de considération des infirmiers accordant plus de confiance aux médecins. Cette journée a beaucoup d'importance parce que ça donne aussi de la valeur à notre profession et puis ça nous aide aussi à penser à une dame qui a modernisé cette profession. Ça nous fait vraiment du bien de recevoir quelqu'un qui était venu souffrant et se plaignait des douleurs, je ne sais pas moi quoi, et après en traitement, vous soignez des malades, puis à la fin vous dites merci, en tout cas je me sens soulagé. Donc c'est ça vraiment qui me donne beaucoup plus de la joie. En tout cas, cette journée représente beaucoup. Nous devons avoir la conscience professionnelle, travailler comme il faut. On ne doit pas abandonner des vies comme ça. Non, ce n'est pas lié à notre profession. Nous devons apporter la vie. Vous voyez, nous devons apporter la vie. C'est ce que le monde attend de nous en tout cas. Nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas monnayer les soins, nous ne devons pas poser des actes qui doivent étouffer la vie, mais s'ouvrir au monde afin que le monde respire à travers nos actes. Nous avons des difficultés dans les bâtiments, les matériels. Je ne parle pas du CH de Fanté, parce qu'ici chez nous, les chefs se battent, hein. Les choses marchent quand même, mais nous parlons du monde, plus précisément de notre pays. Rappelons que la journée mondiale de l'infirmière est célébrée le 12 mai de chaque année pour commémorer ainsi la naissance de Florence Nightingale. C'est autour de 17 thématiques que les députés nationaux sont en train de débattre sur la loi électorale. Après les observations par les membres de G13, la plénière de jeudi pourra donner une visibilité sur ce que sera la loi électorale révisitée avant les élections de 2023. Tout porterait à croire que la réforme électorale est en train de devenir effective. Une grosse avancée a été enregistrée autour de l'article 10. Réaction de Jean Boudoir Mayomambeke quant au débat qui a été nécessaire pour recueilli par Rosette Nzinga. Suivi. Il y a eu un débat général sur ce texte et à l'issue duquel ce texte a été déclaré recevable. Cela veut dire que les auteurs en sont dessaisis. Ça devient un document de la plénière de l'Assemblée qui va l'envoyer à sa commission. Sinon, honorable président, il y aura réouverture des débats. Ce qui n'est pas bon. Je crois que s'il reste quelques discussions, il faudra peut-être aller, s'il est cher, au niveau de notre PAJ, quand la plénière aura envoyé les textes. Pour l'instant, je crois que la procédure telle que proposée par le bureau est la meilleure, il faut qu'on s'en tienne. Le comité des sages de l'Assemblée nationale a évalué ses activités parlementaires et a procédé à la projection de ce que devrait être la session de mars 2023 qui devra se dérouler avec des propositions probantes au profit des millions de Congolais qui attendent des réponses aux problèmes quotidiens qui se posent. Rosette Nzinga et puis qui sont pour les détails. Le comité des sages de l'Assemblée nationale fait déjà un focus
sur les matières les plus importantes à traiter pour la clôture de la session de mars, qui aura été prolifique en termes de résultats. Le comité a évalué et compte faire aboutir les matières pendantes. C'est en cette date que nous avons choisi de tenir cette réunion pour évaluer la marche du comité, et évaluer en même temps les dossiers qui ont été traités et essayer de retrouver les voies et moyens pour faire aboutir les autres dossiers et en même temps aussi nous répartir les nouveaux dossiers qui doivent être traités pendant cette session de mars. L'accent sera mis sur les dossiers relatifs aux questions sociales et celles des droits humains. Tous les membres ont pris l'engagement d'y répondre sans remise en question. Nous avons au sein de notre Assemblée générale du comité des sages, nous avons 4 sous-comités. Le comité spécial, le comité pécuniaire, le comité foncier et le comité divers. Nous venons à l'issue de cette réunion de faire la répartition des nouveaux dossiers que nous avons reçus et que tous les sous-comités vont travailler à ce dossier et à la fin de la session ordinaire, nous ferons l'évaluation pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui reste à faire. À 80%, tous les dossiers qui ont été reçus et en 2021 et une partie de 2022 ont été traités. Le dernier constat du chef de l'État sur le niveau de l'enseignant en RDC qui est au rabais ne cesse de faire réagir. La dernière réaction est celle de Jean Bosco Pouna, secrétaire général de la synergie des enseignants du Congo, qui partage le constat du chef de l'État tout en relevant un bémol lié au politisme qui élit domicile dans le système éducatif congolais et qui ne contribue pas au rayonnement et à l'essor de l'enseignement congolais. Jean Bosco Pouna a été joint au téléphone par Tony Binda. Suivez. Par rapport à notre système qui a été considéré par le président de la République un système au rabais, je crois que de ce point de vue-là, le président de la République n'a pas tort parce que tout le monde peut constater effectivement que notre système d'enseignement est au rabais. Mais maintenant, il y a des raisons qui expliquent cette baisse du niveau de notre enseignement, du primaire, en passant par les secondaires jusqu'à l'université. Il y a 2 principales raisons à notre point de vue. La première, c'est que le financement public de l'éducation est très faible. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a tort d'avoir un budget qui n'est pas au prorata de ses potentialités. Et en ce moment-là, c'est les politiques qui doivent être mises en cause. Donc, le financement public de l'éducation étant faible, eh bien, nous ne pouvons pas avoir un système éducatif compétitif. Rappelez-vous, vers les années 60, quel est le budget que nous avions? Et ces pays étaient l'Eldorado de toute l'Afrique. Donc, nous avons des professeurs et des enseignants compétitifs, mais il n'y a pas un financement conséquent de l'éducation. Il n'y a pas de budget, il faut le dire, pour l'éducation. Mais la deuxième raison, et non des moindres, c'est que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les ministères de l'enseignement supérieur font toujours l'objet des équations politiques. Or, très souvent, les ministres qui sont à la tête de ces différents ministères, il faut le dire qu'ils n'ont pas véritablement le cœur à l'ouvrage. Ils ont le cœur vraiment à leur parti politique. Ce sont ces 2 principales raisons qui expliquent la débâcle de notre système d'enseignement. Et je crois que les présidents de la République et tous les gouvernements doivent mettre toutes les batteries en marche pour donner des moyens à notre système d'enseignement parce que les enseignants, les professeurs d'université sont à la hauteur de leurs tâches. Dans le même ordre d'idée, Jean Bosco Pouna reconnaît l'existence des moutons noirs dans la corporation des enseignants congolais, des personnes non qualifiées qui sont reprises dans le listing des enseignants sans des diplômes dûment délivrés dans des canaux officiels. Cependant, il est important que les pouvoirs publics organisent les choses afin de libérer l'enseignement des influences politiques. Jean Bosco va revenir dans les prochaines auditions pour la suite. Léonie Kandolo ne veut pas se dédire quant à sa délégation d'il y a quelques jours au sujet des négociations que le gouvernement a entamées avec les groupes armés. À en croire ce cadre du CLCC, les officiels feraient
preuve utile en associant les cadres politiques femmes dans ces pourparlers. Ceci occasionnerait une plus-value. Léonie Kandolo répond aux questions de Tony Binda. Suivez. Ma première lecture des faits, quand il y a un conflit quand même qui dure depuis plusieurs décennies en RDC, il faut toujours savoir à qui profite ce conflit. Jusqu'à preuve du contraire, le conflit ne profite pas à la RDC. L'Est de notre pays est détruit, nos populations sont tuées et nos richesses sont pillées. Donc, si je dois analyser ce conflit tel qu'il est, c'est en fin de compte les pays limitrophes, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui profitent de cette guerre. Alors, quand il y a une guerre aussi, il faut se demander, une guerre aussi longue, par qui est-elle financée? Parce que ces gens ont des armes modernes, ont des jeeps, etc. Donc, qui finance ces groupes rebelles? Qui sont-ils? On doit les identifier. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos des groupes rebelles. Qui sont-ils? Il y en a qui viennent de l'Ouganda, il y en a qui viennent du Rwanda. Mais pourquoi ces gens venant d'autres pays viennent faire la guerre chez nous? Donc, il faut se poser ces questions-là. Et je pense que ce n'est pas la première fois que nous avons des négociations. Mais ces négociations nous mènent où? Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de solution. On est même passé par des brassages qui nous ont amené plus de problèmes que de solutions. Alors, pour moi, je ne pense pas que la négociation avec les groupes rebelles, tant que nous n'aurons pas connu les commanditaires, peut nous apporter une solution. Pour moi, la solution serait de rééquiper notre armée, de mieux former notre armée, de les armer, de retirer toutes les personnes qui ne devraient pas être dans notre armée et que notre armée puisse se défendre réellement contre l'ennemi. Parce que quand on a un ennemi, qu'on a une armée, il faut que notre armée soit forte, équipée, motivée, bien payée pour qu'elle puisse combattre l'ennemi. Et moi, je crois que c'est là notre solution. L'avenue du commerce, dans son croisement avec l'avenue Kassavubu, est sous l'eau, alors que d'autres chaussées sont bénéficiaires du programme Tilegelou pour leur réhabilitation. Cependant, la célébrissime avenue du commerce est abandonnée et livrée à la rigueur des eaux des pluies et de ménages. D'après certaines sources, ces eaux proviendront de l'hôpital Mamaemo qui, en voulant évacuer ces eaux, contraint ce tronçon malade souffrant d'une bonne canalisation. Bernice Balinga et Chomi Kassiama pour les détails. Alors que l'avenue du Haut-Congo est en processus de réhabilitation, celle du commerce est abondée par des eaux, non pas des eaux de pluie, renseignent les vendeurs et vendeuses de ce recoin, mais plutôt des eaux qui tireraient leur source de l'évacuation des eaux entamées au sein de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo et qui, par manque d'une bonne canalisation des eaux, trouvent refuge sur la chaussée, chose qui rend difficile la circulation pour le passager, notamment la vente de leurs articles a haussé les temps une vendeuse de ces coins. Nous ne vendons pratiquement plus, c'est depuis plusieurs mois maintenant que cette route est dans cet état. Que l'État congolais nous vienne en aide parce que nous n'en pouvons plus de cette situation. Aux autorités de la ville de prendre leurs responsabilités en main pour ne pas assister à la dégradation progressive de cette route, comme c'est déjà le cas de plusieurs tronçons dans la ville de Kinshasa. Les conducteurs des taxis assurant le transport reviennent avec véhémence avec la pratique de demi-terrain qui consiste à réduire le trajectoire de la course en maintenant le prix et ce pour échapper aux agents déployés par le ministère provincial des Transports. Pour les parties sollicitant des transports en commun, cette pratique menace énormément le budget consacré au transport et le gouvernement provincial est appelé à y mettre fin. Nous sommes au niveau du transport en commun. Nous allons revenir avec force détail. La vice-présidente de la Ligue des femmes du MLC, ville de Kinshasa, Anne-Marie Makwebo, demande aux femmes de se rendre disponibles pour ce qui est des activités à démarrer dans un délai bref. Activité qui devra mobiliser un nombre important des structures des femmes au sein du MLC, ville-province de Kinshasa. Ces activités seront toutes organisées au siège de l'interfédération
du MLC Kinshasa, Anne-Marie Makwebo, a répondu aux questions de Verbata. J'ai dit à l'élo, pour Mikolo comme Pembeni, de la Benaki Bakomino, Baya Pote, Baba Namusana Bango, comme il faut. Na vérifié Bango, na ye banani nani, azana na commune na ye, na pas de directif, pour te abana musala Bemba. Pour te bandi ke mbula ngo esili, to kota na bilanga, to zoba mama, oyo ba bobo to da kwa te bo de chauffeur. Là, le long de yango wana, ba mama communal, bango nde batu, ba yele to na bango réunion. Pona te ba kende ba mona ba mama balabala, ba mama aveni, bango pe ba sa musala na bango, pona kombo ya Bemba Gomo Mbuki Gbagba. Esiko to telemi, donc quoi témoin de Jéhovah, si ma moi na biso Bemba. Nous nous sommes réunis pour la réunion de communaux de Ligue des femmes. Parce qu'il y a un certain temps que nous ne sommes pas réunis en ces lieux, mais maintenant nous sommes rentrés et respecter notre jour de jeudi pour faire la réunion de Ligue des femmes. Accusé d'avoir organisé une corruption à grande échelle pour l'élection du gouverneur de la ville de Sankuru, le sénateur Moïse Ekanga se défend et considère ces allégations comme celles des personnes en panne de l'opinion favorable dont le Sankuru par le biais de son porte-parole John Omombo. Moïse Ekanga se réserve le droit d'aller en justice contre ceux qui le vilipendent sans preuve. John Omombo réagit en duplex aux questions de Jean-Pierre Djodji. C'est vraiment triste que des personnes censées être respectables se livrent à des graves dérapages. Vous savez, il s'agit des allégations qui ont été faites par un candidat malheureux qui d'ailleurs a voulu créer des faux opposants contre le chef de l'État au Sankuru, alors qu'au Sankuru, il n'y a aucun opposant à la vision du président de la République. Ils ont voulu créer toutes ces allégations-là pour justifier leur faiblesse politique, pour justifier leurs échecs politiques. Mais je crois que la justice existe en République démocratique du Congo. Nous pensons que celui qui a fait des allégations accusant le sénateur Moïse Ekanga d'avoir corrompu les députés à hauteur de 50 000 $ chacun, apportera des preuves devant les instances judiciaires. Parce qu'il y a déjà un cabinet d'avocats qui a été saisi et qui travaille là-dessus pour recueillir les éléments. Le moment venu, je pense que l'auteur de ces propos diffamatoires pourrait donc être traduit en justice parce que la dignité et l'honneur ne s'achètent pas. Moïse Ekanga est sénateur, il est pasteur, il n'a pas été candidat aux élections des gouverneurs et de vice-gouverneurs et donc il était tout à fait désagréable de l'exposer publiquement à l'indignité. Ce qui nous inquiète, c'est que aujourd'hui, politique au Sankuru trouvent le sénateur Moïse Ekanga comme leur cauchemar et c'est le nom qu'ils ont trouvé pour justifier leurs échecs, leurs faiblesses politiques au niveau national. Aucun homme politique ne s'oppose contre la vision du chef de l'État. En substance, le conseiller en communication de Moïse Ekanga est formel pour signifier que l'élection de Jules Lodi à la tête de la province de Sankuru est bel et bien sur la droite ligne de la vision du chef de l'État qui répondit d'une très bonne opinion auprès du Sankuru et que sa politique de développement de 145 territoires est bien accueillie sur l'ensemble du territoire de Sankuru. John Omombo a répondu aux questions de Jean-Pierre Djodji. Suivez. Je vous dis qu'il faut apporter les preuves de ces accusations contre Moïse Ekanga. Nous sommes dans la période du contentieux. Il revient à celui qui allègue d'en apporter les preuves. Celui qui allègue les faits doit en apporter les preuves. Nous savons que politiquement, maintenant, il y a des cabinets occultes qui travaillent pour discréditer les élections du Sankuru. Mais nous disons que l'heure n'est plus à tout
toutes ces manœuvres, le Sankourou a perdu pendant 3 ans, rien n'a avancé. Cette fois-ci, le peuple est libéré d'une gestion de règlement des comptes. Le peuple est libéré de l'oppression. Maintenant, il est question de travailler. Donc, il faut dire à tous ceux-là qui continuent à colporter contre la province que leur démarche est déjà vouée à l'échec parce qu'ils n'ont aucune preuve. Tout ce qu'on fait, c'est pour discréditer cette élection. C'est tout ce que l'on veut maintenant. Ce qui n'arrivera pas parce qu'il faut apporter les preuves de toutes ces accusations. Aucune question du candidat ni du gouverneur ne nous concerne. Ce qui nous concerne, sont les allégations portées contre le sénateur Moïse Ekanga. Et c'est dans ce cadre que moi j'interviens. Parce que je suis son chargé de communication habituel et son porte-parole. Quant aux accusations contre l'ancien candidat Loseke, cela ne nous engage pas. Moi, je n'étais pas aux élections là-bas et je ne peux pas non plus revenir sur des faits qui ne nous intéressent pas. Et je crois que tout ce que je peux dire, c'est que les politiques doivent arrêter de distraire la province. Le Sankourou a droit à un développement, le Sankourou a droit à la paix. Et pour l'instant, nous devons regarder en avant. C'est un certain 12 mai 1930 que disparaissait Paul Panda Farnana, premier universitaire congolais et un des précurseurs du panafricanisme aux côtés de Webb Dubois pour ce jour anniversaire de la mort du premier défenseur de la culture congolaise. Les historiens et la famille biologique de Paul Panda Farnana sollicitent la réhabilitation de ce grand nom et une réécriture de ce qui est réellement Panda Farnana. Commentaire de Jean Pindodi sur les images de Pichou Kizaza. C'est exactement à l'âge de 41 ans que décédé Paul Panda Farnana, reconnu comme un des principaux chantres du panafricanisme et un fervent défenseur de la culture congolaise à travers le monde. Oui, la mort dans l'âme, quand on parle du panafricanisme, on parle de Kwame Nkrumah. Mais non, ça c'est vraiment prendre l'histoire à mi-chemin. Le père du panafricanisme était Paul Panda Farnana, s'il faut parler des Africains. Parce que c'est lui qui avait participé aux deuxième conférence qui a été organisée à Londres et à Paris en 1921. Il était le secrétaire de cette conférence-là, à côté de Webb Dubois, Otélé et tous ceux élites noires qui ont créé le panafricanisme. Patrice Emery Lumumba avait dit que l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains. Et en Afrique, il est temps que nous puissions rendre hommage à Paul Panda Farnana. L'historien Thomson Bikebi et la famille biologique de Paul Panda Farnana plaident mordicus pour la réhabilitation de ses grands noms et la réécriture de son histoire souvent falsifiée. L'Union congolaise, c'est Panda qui avait fait ça en prélude de sa rentrée au Congo. Il n'était pas parti politique, culturel. Un mouvement culturel. Culturel pour l'émancipation. Il insistait, il disait même à Simon Gimbangu dans ses échanges épistolaires, mon frère, ce que vous faites est bien, pensez à l'éducation du Congolais, l'indigène congolais, c'est ça qu'il vous faut. Dans ce pays, vous avez des hommes pareils, mais on doit l'étudier dans toutes les universités du Congo. Vous voyez, donc c'est quand même un exemple. Mais à l'extérieur, Panda est honoré par les universités. Jean-Pierre Dodji a coordonné cette édition, Koupar Bola, Freddy Takidi, Mike Amwa qui a été à la réalisation. Moi je vous dis merci, la rediffusion c'est à minuit et puis demain vendredi à 7h. Restez branchés sur la chaîne de télévision Kalanki, la télé vérité.